Très bien. Bon, écoutez, on va lancer la séquence. Donc, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir au nom de l'Institut Choiseul au lancement de ce club Ville de demain. Donc, ce club s'inscrit dans le prolongement de ce que nous avons lancé il y a 4 ans, l'Institut Choiseul, à savoir un club des jeunes dirigeants de moins de 40 ans qui s'inscrivent dans la vie du futur, dans la vie de demain, qui contribuent à son développement, à son identification, à son renforcement et à sa modernité. Euh, Ce club donc est un prolongement naturel au-delà des rencontres qui existent et qui réunissent les lauréats du classement Choiseul Ville de demain. On va, avec ce nouvel outil, finalement, renforcer les liens, renforcer la fréquence aussi des rencontres et puis surtout élargir les réunions à un certain nombre de personnalités extérieures, à des invités spéciaux en fonction des thématiques que l'on voudra traiter. Alors, le format de ce club va être assez particulier au sens où on a souhaité faire un club qui soit assez ramassé en termes de durée, 1 heure, 1 heure et quart, avec des questions aux intervenants à l'issue productive. Et ce club se fait en étroite avec Business Imo et Haussmann Executive Search, qui nous accompagnent un petit peu dans cette aventure, qui nous accompagnent beaucoup dans cette aventure. Et je tiens à remercier tout particulièrement Emmanuel Casier, qui est associé d'Haussmann Executive, et Gaël Thomas, qui est le directeur de la rédaction de Business Imo, qui seront les animateurs réguliers de ce club. Ce club qui, pour cette première expérience, se tient en visioconférence, pour les raisons que l'on sait. Il est impossible de se réunir comme nous avions le souhait de le faire. La deuxième séquence, le deuxième club se tiendra le 25 juin, et là aussi sur visioconférence, mais à compter et sur toute la rentrée. Donc, on sera plus dans un mode présentiel, donc on pourra continuer un petit peu ces échanges et ces discussions à travers une interaction qui sera physique en un lieu bien identifié. Sans doute l'Interallié qui est le lieu habituel où nous nous retrouvons. Alors, la première thématique qui est abordée aujourd'hui concerne, ou s'appelle attirer et retenir des talents. Donc, cela signifie qu'on va parler beaucoup de recrutement, de RH, de gestion, et ceci en période de Covid et post-Covid. Mais je laisserai nos amis Emmanuel Casier et Gaël Thomas développer un petit peu ces thématiques. Et pour ce faire, on a 2 invités, et je tiens vraiment à les remercier d'être présents avec nous aujourd'hui. Nous avons tout d'abord Valérie Britet. Alors Valérie, vous bénéficiez de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier d'entreprise. Chez Unibail Rodamco, vous avez occupé successivement les postes de directrice commerciale, puis directrice générale adjointe du pôle bureau, avant d'être nommée directrice générale Centre commerciaux France. Vous avez ensuite rejoint le groupe Gessina en 2017 en qualité de directrice exécutive bureau, avant d'être nommée, c'était en 2020, donc il y a encore peu de temps, directrice générale adjointe en charge du pôle bureau. Donc, bienvenue à vous, Valérie. Et je rappelle quand même pour les amis qui nous écoutent que Gessina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de bureaux, d'actifs résidentiels et de résidences pour étudiants à hauteur d'à peu près 20 milliards d'euros, et notamment en Île-de-France. Merci Pascal, bonjour. En tout cas, heureux de vous accueillir, Valérie. On sera très heureux de vous écouter et de pouvoir échanger avec vous. Ensuite, on a Julien Pemzec. Alors Julien, c'est un lauréat Ville de demain. On a toujours voulu, et d'ailleurs, ça sera une marque quand même de ce club, c'est associer un lauréat Ville de demain, Choiseul Ville de demain, et puis une personnalité qui a elle aussi des responsabilités très importantes, mais qui n'est pas lauréate. Voilà, donc Julien, alors quelques mots quand même sur le profil de Julien Pemzec. Après avoir conduit des projets chez Bouygues en France et à Hong Kong, tu as intégré Woodeum en 2014, et aujourd'hui tu en es le président du directoire. Et à ce titre, on peut dire que tu incarnes véritablement, à mes yeux en tout cas, ce grand mouvement qui entend révolutionner et repenser la construction immobilière, celle du bas carbone. Et chez Woodeum, vous imaginez, vous développez, vous commercialisez des immeubles à faible empreinte carbone conçus en bois massif. Et la liaison entre le bois et le nom de la société Woodeum n'est pas bien sûr innocent. Voilà, après ces quelques mots de présentation, je pense qu'il est temps quand même de rentrer dans le vif du débat. Comme j'ai dit, on aura une séquence d'1 heure, 1 heure et quart. Donc l'idée, c'est
c'est vraiment qu'on puisse échanger, qu'on puisse approfondir un certain nombre de réflexions personnelles, qu'on puisse interagir également avec ceux qui sont avec nous et qui nous rejoignent progressivement. Et maintenant, je passe donc la parole à Emmanuel Casier et à Gaël Thomas, qui vont être les grands maîtres de cérémonie de cette séquence matinale. C'est à vous, Emmanuel. Merci beaucoup. Et Gaël. Merci beaucoup, Pascal. Donc, moi, je vais commencer et Gaël continuera sur la deuxième thématique. Je vais donc traiter avec Valérie et avec Julien la thématique du recrutement et des nouveaux métiers. Donc, j'ai envie de… Merci beaucoup, Pascal, d'avoir eu cette idée aussi et de nous faire bénéficier ce matin de cette digitalisation qui nous permet d'être plus de 100 normalement, 100 participants qui vont nous écouter et qui vont relayer ce que nous allons dire ce matin. Donc, j'ai envie de vous poser la question à tous les deux, Valérie et Julien, ce matin. La question, évidemment, que tout le monde se pose par rapport aux 12 derniers mois. Dans vos entreprises respectives, depuis le début de la crise, donc depuis mars 2020, avez-vous complètement arrêté de recruter ou bien avez-vous infléchi ou modifié sensiblement vos plans de recrutement ? Et la deuxième question que je vous poserai après, chacun à votre tour, et on fera intervenir les intervenants pour des témoignages, c'est la politique salariale depuis mars 2020. Et puis la troisième question, c'est est-ce qu'il est plus ou moins difficile de recruter qu'avant ? Donc Valérie, peut-être tu peux commencer à nous donner ton témoignage sur ce métier d'investisseur, de gestion du pôle bureau et cette thématique du recrutement depuis la crise. Merci Emmanuel. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop ce décalage entre le moment où je parle ou la vidéo, parce que ça peut être désagréable pour nos auditeurs. Donc, en ce qui concerne la question, Emmanuel, qui consiste à savoir si l'effet de cette crise Covid a modifié la politique de recrutement de Gecina, dans le fond, non, on n'a pas arrêté les recrutements. Au contraire, on a continué les recrutements. Mais je dois dire on les fait de manière différente puisque on avait déjà anticipé avant l'effet Covid des modifications qui dans nos différents métiers de la foncière et notamment grâce ou à cause en tous les cas de la digitalisation, il y a une accélération de certaines tâches qui sont de plus en plus supprimées, et notamment ce que j'appellerais des tâches administratives. Et on avait anticipé le fait qu'il y aurait des postes qui, dans l'avenir, seraient supprimés. En fait, l'effet Covid va accélérer cette suppression. Et on voit qu'il y a de nouveaux métiers, mais on va peut-être en parler un petit peu plus tard, qui sont en train d'émerger et pour lesquels, pour pouvoir exécuter au mieux notre stratégie, on est en train de lancer ces recrutements et on est juste au bord du lancement de ces recrutements. Je reviendrai tout à l'heure sur ces nouveaux métiers. Voilà, je ne sais pas si Julien veut ajouter un petit mot. Si, je peux parler de la manière dont nous, on a vécu l'année dernière. Ça a été une année très particulière parce que pour 2020, Oudéum a triplé son volume de réservation et doublé son volume de vente. Donc, on était en pleine croissance, et d'ailleurs, on est toujours en pleine croissance. Et donc, l'année 2020, elle a été marquée par un doublement des effectifs. Très clairement, ça a été un vrai questionnement aux annonces du gouvernement quand il a fallu confiner tout le monde parce qu'on a des gens qui étaient prévus, leur arrivée était prévue en mars, en avril, et on a fait le choix de ne pas arrêter la dynamique. Donc, on a eu des onboardings assez originaux, des gens qui ont juste fait un aller-retour d'1 heure au bureau pour récupérer un téléphone portable et un ordinateur et des codes de connexion à nos différents réseaux partagés. Et après, on a vécu avec eux en visioconférence pendant 2 mois. Donc, ça, c'était assez particulier. Cette croissance forte, elle a été accompagnée de forts enjeux d'intégration, évidemment, puisque alors on n'a pas la taille de Gecina. Nous, aujourd'hui, on est 50, mais passer de 25 à 50, c'est quand même un petit mouvement, c'est un mouvement même sensible à l'échelle d'une entreprise. Alors, on n'a pas eu la problématique du coup des bureaux à gérer, parce que comme chacun travaillait chez soi, finalement,
on s'est peut-être moins creusé la tête que d'habitude sur les space planning et autres. En revanche, c'est clair qu'il y a eu d'autres enjeux parce que dans des moments comme ça, il faut être très au clair sur les valeurs d'entreprise et sur ce qu'on veut apprendre aux gens très rapidement, sur la manière dont on veut leur apprendre à travailler. Et je crois que du coup, ce qui nous a aidé aussi, c'est là plus en amont. On a un recrutement qui est assez exigeant, sélectif. On a une vision très claire des personnalités qu'on veut embarquer dans notre aventure. On a défini 4 piliers chez Woodeum qui caractérisent et la société et puis les gens qu'on veut en recruter. Alors, il y a engagé, il y a pionnier, il y a expert, il y a respectueux. Et c'est des valeurs qu'on essaie de retrouver à chaque fois. Et je dirais que ça a aussi aidé dans les gens qu'on a pu embarquer pendant cette période-là. C'était peut-être plus facile de créer cette cohésion pendant ces moments un peu perturbés de confinement, pas confinement. Enfin, il a fallu quand même beaucoup de souplesse pendant cette période-là. Et donc, je pense qu'il y a des profils qui sont plus adaptés à cette souplesse et qui sont généralement les profils qu'on privilégie dans notre recrutement. Est-ce que Valérie, Gecina a fait des recrutements un peu différents durant cette période où il y a des fonctions classiques qui ont continué à recruter par turnover, ou c'était des créations de postes, des remplacements de postes? Je poserai la même question à Julien. Alors, on était quand même plutôt sur des remplacements de postes, puisque en fait, Gecina a maintenant depuis 2018 mis en place un graduate programme. Ce qui nous permet en fait d'avoir un vivier de talents et on l'a constitué comme tel, et d'avoir à chaque fois en fait des jeunes talents qui, au bout de 18 mois de graduate programme, assument une fonction à l'intérieur de la société. Donc pour nous, c'est très important ce graduate programme. Ça nous permet en fait de former les gens. Alors, comme le disait Julien, nous aussi, on a eu cette problématique d'onboarding quand on est en plein confinement, puisqu'on a quand même onboardé toute une promotion de graduate programme, ce qui n'était pas si évident. Mais ça s'est fait par le jeu du virtuel et des sélections justement sur les écrans. D'ailleurs, c'était assez amusant parce que quand on a été déconfiné, et qu'on s'est retrouvé du coup dans les bureaux avec les masques, on avait du mal à reconnaître les jeunes recrutés qu'on avait eus parce qu'on s'exprimait toujours sans le masque et du coup le masque changeait un peu tout ça. Mais la question du onboarding, elle est vraiment très importante. C'est là où effectivement je rejoins Julien. C'est là où on voit les managers en fait qui font preuve d'agilité pour pouvoir être toujours en lien constant avec ces jeunes recrutés ou parfois des gens expérimentés, parce qu'on a recruté pas mal au niveau de la direction technique de Gecina, avec des gens qui avaient une certaine expertise dans certains domaines. Et le fait de pouvoir établir le contact humain, et c'est là d'ailleurs où le bureau, on voit la force du bureau et la force physique en fait du bureau qui entretient le lien, et on a bien vu quand nous sommes retrouvés déconfinés, les gens et les jeunes recrutés étaient très contents de faire enfin réellement connaissance avec le reste des équipes, même s'ils ont dit qu'ils ont été bien onboardés, mais de dire c'est quand même différent parce qu'on peut avoir en fait des conversations informelles. Et c'est ce qui nous manquait le plus pendant toute cette période en fait de télétravail imposé. Donc ça, c'était important. Je reviendrai sur le graduate programme. Pourquoi on a mis ça en place? Parce qu'en fait, c'est un bon moyen à un jeune d'intégrer la société et surtout tout de suite se constituer, comme il va effectuer différentes missions dans différents métiers, se constituer un network à l'intérieur de la société et d'avoir une vision globale de la stratégie, plutôt que rentrer par un métier et rester pendant un certain temps dans un métier. Et là, on travaille beaucoup avec les RH depuis 3 ans sur comment accompagner le parcours du talent chez Gecina et surtout attirer ces talents en leur disant, quand vous venez chez Gecina,
vous allez pendant 18 mois faire un graduate programme et ensuite, pendant 2-3 ans, être dans une certaine fonction, mais 2-3 ans après dans une autre fonction. Même si Julien disait que nous étions un peu plus gros chez Sina, on n'est jamais que 500 personnes, y compris nos gardiens d'immeubles, ce qui veut dire qu'en fait, en définitive, on est une entreprise quand même à taille humaine et effectivement, on n'aura pas toujours des postes de manager pour l'intégralité de nos talents. Donc, c'est bien aussi de pouvoir construire un parcours de carrière en élargissant en fait le champ de compétences des personnes qu'on a recrutées. Donc, c'est pour ça qu'on a misé sur ce graduate programme et ce parcours en fait de carrière. Et on le voit maintenant, ça fait depuis 2018 qu'on a mis ça en place et on a un bon retour. Et d'ailleurs, on a eu très peu de départs. Les gens sont très attachés aux valeurs de Gecina. Hein. Je reviendrai comment on attire des talents aux valeurs de Gecina et aussi ces perspectives à chaque fois d'apprentissage et de courbe d'apprentissage dans différents domaines. Est-ce que vous avez visé des écoles particulières ou pas? On a visé des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et comme vous le savez, on essaie toujours d'avoir autant de femmes que d'hommes dans cette société. Et je dois dire que la difficulté du recrutement à l'heure actuelle, c'est plutôt de trouver des femmes ingénieurs. D'accord. Julien, mais on cherche. Julien, merci beaucoup Valérie. Est-ce que Julien, tu veux ajouter quelque chose justement sur la provenance, le ciblage des jeunes qui vous ont rejoint? Moi, je parlerai de deux choses. D'abord, tu posais la question là, est-ce qu'on a généré des nouveaux profils ou des remplacements? Bon, nous, on n'est pas du tout dans l'optique de remplacement aujourd'hui. On est dans un phénomène plutôt de compléter chaque équipe existante. En revanche, notre difficulté, enfin notre point de vigilance, c'est que comme on crée un métier nouveau, qui est le métier de la promotion bas carbone, spécialiste de la construction bois, bien cette compétence, elle est très difficile à trouver à l'extérieur. Et en réalité, on va pas forcément la chercher à 100%, on va plutôt chercher des personnalités, des expériences vécues, et derrière, on va plugger le savoir-faire qu'on a développé chez nous sur cette compétence technique bois. Et du coup, dans ces moments-là, la formation, elle a un rôle clé. Les retours d'expérience partagés, c'est un rôle clé. Alors, on a des outils déjà type Slack pour partager en projet l'expérience de tous et on utilise beaucoup ça. Il y a beaucoup de transversalité. Valérie le disait, les bureaux, ils ont beaucoup de force dans ces moments-là et c'est vrai parce que l'open space, c'est une vraie fourmilière. La transversalité des équipes, elle est physique, donc la communication, elle circule, il n'y a pas de paroi et ça plaît beaucoup aux gens et c'est d'ailleurs pour ça que les gens étaient aussi contents de revenir au bureau. Après, donc on a cette spécificité de métier technique. Et puis après, il y a l'enjeu de la commercialisation. Là, il y a eu un vrai bouleversement sur la commercialisation parce que quand vous passez d'une ère où le vendeur incarne une marque dans un bureau de vente mobile, posé devant un chantier avec une relation qui se crée d'abord au téléphone, après en tête-à-tête, ça, c'est terminé en fait. C'est terminé. Et donc, le métier des commercialisateurs, il a beaucoup évolué parce que il a fallu qu'ils s'adaptent complètement à l'outil digital, qu'ils fassent des découvertes de clients interfacés par une visioconférence. On a continué de vendre, nous, pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté des appartements, ils sont nombreux, pendant 2 mois sans se déplacer de chez eux. Donc là, on est presque dans la consommation par téléphone. Enfin, ça a été une grande évolution. Ça. On a eu du mal à y croire au début quand on a fait nos premières réservations 100% digitales. Ça veut dire qu'on avait réussi à expliquer l'environnement du projet, la qualité du programme, tout le parcours de financement et que ça aboutit à une réservation. Là, on se dit, bon, là, les choses sont en train de changer. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a beaucoup d'études là qui sont sorties sur le rapport à la consommation du portable, enfin du smartphone et des connexions réseau. Ça a plus que triplé. Et donc là, on voit bien quoi. Maintenant, les gens, ils vont être capables de faire beaucoup plus de choses au travers d'un téléphone ou d'un ordinateur. Et nos métiers,
y compris nos métiers, alors que pendant longtemps, on a cru que c'était impossible de vendre de cette manière-là un appartement ou Valérie en parlera aussi certainement, un immeuble de bureau. En réalité, aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut signer des actes de vente, enfin, on peut signer des réservations, on peut contracter des crédits, on peut signer un acte de vente, on peut découvrir un environnement parce qu'on a quand même aujourd'hui beaucoup d'outils à disposition de modélisation 3D, de visites virtuelles, avec les vols de drones, enfin j'en passe tous les moyens visuels et vidéos qu'on peut avoir en main. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça dépoussière quand même une partie de notre activité. Je pense que ça favorise en plus beaucoup plus finalement l'interaction. Nous, on doit maintenant répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 aux sollicitations parce que les gens ont tous des journées chargées et s'ils ont décidé de se mettre dans leur projet d'achat d'appartement un samedi de 21h à 23h, il faut être là pour faire les premiers échanges. Voilà. Et ça a forcément du coup changé aussi la nature des profils qu'on recherche. Évidemment, le digital a pris de la place. Il en a pris une énorme depuis 2020. Et puis pour ces vendeurs aussi, pareil, ces commercialisateurs, il a fallu qu'ils s'adaptent également. Merci beaucoup, Julien. Valérie, tu veux peut-être ajouter quelque chose? On en avait discuté un petit peu avant sur l'évolution, les nouveaux métiers chez Gecina et peut-être l'impact du digital sur ces nouveaux métiers. Juste pour compléter ce que disait Julien, c'est vrai que la digitalisation a beaucoup aidé justement à être agile là, pendant cette période de confinement. Nous, on a lancé 15 jours après le premier confinement une agora, ce qui a permis en fait à tous nos collaborateurs d'être en lien. Et aujourd'hui, l'usage de cette agora, il est fait par tout le monde et on y trouve tout. Donc ça, c'est important dans les outils. Nous, on avait aussi pas mal développé, même avant le Covid, tout ce qui était portail, soit portail client, soit portail même broker, ce qui nous a permis en fait de suivre en fait les demandes en bureau. Donc je vais pas plus parler pour la partie bureau, mais comme disait Julien sur la partie résidentielle, je sais qu'on a commercialisé à la location des appartements en virtuel. Donc tout s'est accéléré. Tout était en cours chez Gecina, mais du coup on a tout accéléré, ce qui a permis aux gens d'être bien occupés en fait pendant ces périodes-là. Mais ce qui est important avec la digitalisation, même si, parce que par exemple, Gecina, en 2020, on a signé 162 000 m² de bureaux contre 165 000 m² en 2019. Donc pour nous, l'activité, elle est restée complètement stable, malgré le fait qu'il y ait eu quand même, à un moment donné, une fermeture totale ou même d'accès à ces immeubles. Pour dire l'agilité, mais moi j'ai observé quand même une chose, rien ne remplace quand même le contact humain. Parce que quand on veut boucler une négociation, rien ne vaut l'échange dans la même pièce. Quand on prend en fait des rendez-vous par visioconférence pour négocier un bail, en définitive, moi j'ai remarqué que les temps pour closer les deals sont un peu plus longs que quand on est en face de la personne ou et avec nos avocats et les avocats respectifs pour faire et trancher assez vite et prendre des décisions. Donc, moi, je prône quand même le fait de pouvoir se retrouver en physique. Donc ça, c'est juste pour rejoindre le point de Julien. Quant aux nouveaux métiers, évidemment, quand on veut recruter des talents et attirer les meilleurs profils, on crée déjà un nouveau métier au niveau des ressources humaines chez Gecina, qui est le métier du talent manager. Donc, Emmanuel, ça va peut-être te faire sourire, mais ce n'était pas quelque chose d'inscrit auparavant. On avait une gestion plus traditionnelle en fait, des ressources humaines chez Gecina. Et là, depuis 2 ans, on a complètement révolutionné et Christine Arnay, qui est notre DRH, a revu complètement l'organisation en fait, du département ressources humaines pour s'adapter et être aujourd'hui ce que j'appellerais un business partner. Elle est vraiment à nos côtés avec ses équipes pour nous détecter les meilleurs profils et après les accompagner dans leur parcours chez nous. Ça, c'est un premier nouveau métier. Évidemment, quand Julien parle de bas carbone,
Gecina a annoncé sa volonté et d'ailleurs, on a lancé le plan Canopée 2030, ça, on en a parlé récemment. Et donc, on vise effectivement la neutralité carbone sur l'intégralité de notre portefeuille, que ce soit bureau ou résidentiel, d'ici 2030. Bah, du coup, ça accélère aussi ce besoin d'avoir de nouvelles compétences. Et comme le disait si bien Julien, bah, il y a des nouveaux métiers que nous sommes en train de chercher, que j'appellerais bas carbone manager, parce qu'on a besoin de ces expertises qu'aujourd'hui, nous n'avions pas ou peu développées à l'intérieur de Gecina. Donc ça, c'est des nouveaux métiers. Quand on est sur la digitalisation, évidemment, il y a tout ce qui est data, données, ce qui permet d'optimiser vraiment nos métiers en termes d'exploitation. Nous sommes également exploitants de nos immeubles. Donc, on a vraiment intégré tous les métiers et c'est très important pour nous d'exploiter nos immeubles parce que ça nous met au contact en fait de l'utilisateur et surtout de l'utilisateur final. Ce que je dis toujours, en fait, les talents de nos clients sont quelque part nos clients également, puisqu'ils sont nos consommateurs d'espace, que ce soit en résidentiel ou en bureau. Et c'est très important pour nous d'être au contact avec eux. Et là, on le voit, on équipe tous nos immeubles de capteurs dans une volonté première qui était plutôt de diminuer tout ce qui était consommation d'énergie et dans cette recherche de bas carbone. Mais encore faut-il, quand on a toute cette data, utiliser à bon escient la data. Et aujourd'hui, on est sur des nouveaux métiers parce que souhait de numériser en fait tous nos immeubles avec des jumeaux numériques ou de la BIMisation, je vais dire, mais qui n'est pas uniquement au niveau du développement, mais aussi de l'exploitation. Et évidemment, on recherche de nouveaux métiers comme le BIM manager. Donc, on est parti dans cette démarche. On a également, alors ça, on l'avait évoqué, Emmanuel, quelque chose qui est très important pour nous, c'est qu'on le sent, il va y avoir vraiment un changement de métier, et notamment au niveau des property managers. On l'a bien vu ces dernières années, c'est l'asset management qui était monté chez beaucoup d'acteurs et qui était monté en compétences avec des recrutements intensifs. Le property manager, son métier va changer. Comme on est en train d'optimiser avec la digitalisation beaucoup de tâches, certaines tâches d'ailleurs plutôt administratives sans réelle valeur ajoutée, on va être de plus en plus centrique, donc vraiment client-centrique. D'ailleurs, nous, on a lancé notre marque You First et nos property managers, ce sont nos ambassadeurs de cette marque parce que c'est eux qui ont le lien et qui vont renforcer cette relation et cette qualité de relation et donc de qualité de service auprès de nos utilisateurs finaux. Donc là, effectivement, dans les enjeux de Gecina, il y a la formation, Julien l'évoquait tout à l'heure, mais la formation, c'est capital aujourd'hui, notamment pour certaines personnes, leur employabilité, que ça soit au sein de Gecina, et si malheureusement ce n'était pas possible, au moins leur employabilité sur le marché du travail. Parce que ça, c'est aussi notre enjeu d'accompagner les gens. Et on le voit aussi dans le profil du property manager, quand on a des nouveaux recrutements, on s'oriente de plus en plus sur des profils qui peuvent venir de l'hôtellerie, donc de sociétés de services, puisqu'on renforce en fait toute cette approche servicielle. Donc on voit bien qu'on est un peu en train de changer au niveau des recrutements et donc et la découverte de ces nouveaux métiers. Et également, certainement, même pour des métiers plus traditionnels, comme les asset managers, maintenant, on est très attaché à regarder les soft skills. Certes, l'expertise nous intéresse, mais moi, j'ai fait quelques recrutements puisque à un moment donné, j'étais dans le retail, en disant, quand on est asset manager, que ce soit en retail, en bureau ou en résidentiel, en fin de compte, c'est la technicité de l'asset qui est importante. Surtout que nous, on est plutôt sur un asset management très opérationnel, puisqu'ils font des deals. On veut aussi des deal makers. Et on le voit aujourd'hui, c'est vraiment les soft skills qu'on regarde avec attention pendant les entretiens de recrutement.
Merci beaucoup, Valérie. Est-ce que, Julien, tu veux ajouter quelque chose sur la marque employeur et l'attractivité avant qu'on donne peut-être la parole aux participants pour quelques questions ou des témoignages sur la marque employeur et l'attractivité dans cette période un peu particulière, chacune de vos entreprises? Oui. Je partirais déjà d'un point, c'est qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, elle a quand même très sensiblement accéléré la prise de conscience généralisée sur l'urgence climatique. Et nous, on le voit dans les gens qui viennent nous voir, ils ont envie d'être acteurs de cette rupture industrielle qui doit s'opérer pour que on aille tous vers une trajectoire de neutralité carbone. On est sensibilisé au quotidien par la presse sur ces sujets et on voit très bien, moi j'ai vu cette évolution. Avant, les brillants étudiants qui sortaient de grandes écoles avaient plutôt un schéma d'aller se former dans des très grands groupes et ensuite peut-être évoluer soit au sein de ce groupe, soit ailleurs. Là, on a une vraie soif de prendre une place, avoir un rôle clair, être acteur dans une entreprise à taille plus modeste. Je pense que les SDL 500, c'est encore un petit animal. 50, c'est un animal, c'est un petit animal agile, hein, je le dis souvent. Les gens, ils cherchent ça. Ça faisait peur à une époque, je pense. Peut-être qu'avant de rejoindre une boîte de 50 personnes, on se posait la question de est-ce que je serais assez formé, est-ce que je vais savoir assez apporter de savoir-faire. Là, maintenant, les gens, ils sortent d'école, ils se retroussent les manches, ils disent « moi, je veux être acteur et je veux rentrer dans une entreprise engagée ». Et elles vont mesurer, même pendant l'entretien, la sincérité de cet engagement. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se disent sensibilisées à la cause écologique avec pas mal de vernis. Et ils creusent. Et en fait, ils nous challenge même. Il y a un équilibre qui se crée, quoi. On a des vraies questions directes sur ce qu'on produit réellement, la manière dont on le fait réellement, où est-ce qu'on va chercher les compétences, où est-ce qu'on va chercher les matières. Et donc, ça fait des entretiens qui sont des vrais échanges et qui sont intéressants. Donc, j'insiste là-dessus parce que je suis sûr aujourd'hui que une entreprise qui n'a pas de valeur claire, affirmé, il y a quelque chose qui va manquer dans son attractivité. Ça me semble assez évident. Après, sur la marque employeur, oui, la marque employeur, moi, c'est un terme que je ne maîtrise pas très bien, mais bon, on fait en sorte, nous, de faire savoir ce qu'on fait. Donc, je sais que ça chatouille souvent les grands promoteurs nationaux qui se demandent à 50 comment on arrive à faire parler autant de nous. En fait, voilà, la solution, elle est là maintenant. À une époque, il fallait être une très grosse boîte et avoir plusieurs millions d'euros pour être capable de faire parler de soi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on arrive en fait aussi à faire parler de nous avec beaucoup moins de moyens. Après, je dirais que la chance qu'on a aussi, la chance, c'est ce qu'on a créé, c'est que on a un concept qui repose sur l'innovation. Et je dirais que la deuxième valeur qui est très attractive aujourd'hui avec l'écologie, c'est l'innovation. Ça participe justement à cette dynamique de rupture industrielle dont les gens ont envie. Et donc, ça agit comme un aimant. C'est vrai que quand vous parlez à un ingénieur qui a fait du béton pendant 20 ans, de bois massif, il a 1000 questions, 1 heure ne suffit pas, et ça commence à créer une envie forte. Et je disais, ce savoir-faire, il est rare, il existe peu, donc ça attire aussi. Et cette innovation, quand on voit qu'elle devient réaliste comme ça, elle est également intéressante. Et voilà. Merci beaucoup, Julien. Valérie, tu veux ajouter quelque chose ou pas sur cette attractivité en période de crise? En fait, l'attractivité, elle repose beaucoup sur les valeurs de la société. Moi, je le vois pour attirer les talents. J'explique souvent ce que fait Gecina. Et d'ailleurs, les personnes qui candidatent chez nous, souvent ont été sur les réseaux, se sont renseignées, ont regardé évidemment le site internet de Gecina. Et ce qui ressort souvent, c'est elles nous disent
en fait, on a envie de venir chez vous parce que non seulement vous dites, mais surtout vous faites ce que vous dites. Et ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, les personnes regardent d'abord la raison d'être de la société, ses valeurs. Nous, on a beaucoup de valeurs de solidarité, et ce qui attire beaucoup les jeunes talents aujourd'hui. Nous, on l'a vu pendant le confinement, quand on s'est retrouvé avec des résidences étudiantes vides, parce que plutôt occupés par des étudiants étrangers qui étaient partis très vite dans leur pays, on s'est dit, plutôt qu'avoir ces résidences vides, on va en faire bénéficier le personnel de la PHP gratuitement. Et puis comme ça, on va participer à l'effort quand même, entre guillemets, de guerre, parce que c'était quand même, on était dans une situation très particulière au tout début, hein, on se posait pas mal de questions. Ça, c'est des choses qui attirent nos jeunes. Quand on met à disposition des immeubles de bureaux qu'on allait transformer en logements, comme l'immeuble rue d'Arrault, et on se dit, parce que les chantiers, à un moment donné, c'était quand même stoppé, on se dit, on pourrait faire bénéficier ces habitats, ces immeubles en habitat pour des personnes qui en ont besoin. Et justement, on s'est plutôt tourné vers les associations de femmes qui connaissaient des violences conjugales, hein, qui étaient assez fortes en plus avec ce confinement. Ça crée des élans de solidarité. La journée solidaire qu'on a chaque année avec l'ensemble du personnel, où on va œuvrer aux côtés d'associations, ça crée du lien, et c'est très important. Et les jeunes nous disent, en fait, ce qu'on aime chez Gecina, c'est cette raison d'être, ces valeurs. Et ce qui est important aussi, c'est que, en définitive, le lieu physique, parce que j'en reviens là quand même, donc le siège d'une société reflète et doit refléter en fait ces valeurs pour attirer les talents. Et moi, je l'ai vu, la transformation de notre siège, le fait de réaménager complètement. Juste pour donner un petit chiffre, avant, quand Gecina était plutôt dans un management traditionnel, très organisé par métier, travaillant moins en mode projet, hein, il y a eu ce projet de transformation qui est, du jour au lendemain, on a plutôt travaillé en business unit, en mode transverse, en mode projet. On est passé de 70% d'espace dédié au poste de travail et 30% d'espace collaboratif à 60% d'espace collaboratif et 40% d'espace de travail. Donc, c'est un mindset totalement différent. Et d'ailleurs, puisqu'on fait beaucoup de forums avec les grandes écoles, on reçoit en fait les promotions chez nous, parce qu'on sait qu'en fait notre siège est un démonstrateur de notre stratégie. On en a fait comme un showcase en fait. Hein, c'est vraiment, ça reflète en fait nos valeurs. Et je vais dire juste un mot, c'est pas que Gecina, parce que là, justement, on se posait beaucoup de questions sur le devenir du bureau, comment que les dirigeants en fait de grands groupes, comment ils voient l'avenir, et éventuellement, est-ce qu'il y aura des impacts sur leur stratégie immobilière. Et on a réalisé une étude avec la société Lab, hein, où on a interviewé 25 dirigeants de très grands groupes. Donc, on était vraiment au niveau du numéro 1 ou du numéro 2, parce qu'on voulait voir aussi quelles étaient leurs stratégies business et quels étaient les enjeux là, dans les 2 ans à venir. Et tous, mais à l'unanimité, nous ont dit on a encore plus besoin qu'avant d'un headquarters qui soit le plus démonstrateur de nos valeurs, de notre raison d'être, de la manière dont on travaille. Alors, ils sont tous focalisés aujourd'hui sur le business, hein, en fait, parce que l'enjeu pour tout le monde, c'est quand même de continuer à faire du chiffre d'affaires, hein, et de la marge, mais ils sont tous sur des projets de transformation. Et dans les projets de transformation, la conséquence, in fine, c'est la conséquence immobilière. Et ils disent, c'est le moyen pour nous d'attirer les talents et surtout de, après, retenir les talents chez nous. Du coup, comme le disait Julien, on est de plus en plus sur la centralité. Moi, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est renforcé par cette crise, hein, qui préexistait, mais qui est renforcée.
et la nécessité d'avoir de plus en plus d'immeubles avec des services pour quand même, et on le voit nous sur nos talents aujourd'hui et nos collaborateurs et collaboratrices, leur fluidifier, leur simplifier la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est important pour eux. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Je transmets le témoin à Gaël. On peut peut-être donner la parole brièvement à la salle s'il y a des questions. Et Gaël, tu embrayes sur l'autre thématique. Je ne vois pas s'il y a des questions, moi. Donc, moi, j'avais une petite question de Béotien, mais comme je suis journaliste, je me la permets. Vous avez parlé de beaucoup de choses, de création de sens, de valeur de la société. Est-ce que des critères autour de la rémunération, des bonus, de la possibilité d'avoir une ascension ou un parcours managérial au sein de vos sociétés, est-ce que ça compte quand même dans l'attraction des talents? Julien, puis Valérie après. Oui, bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte parce que on peut pas demander aux gens d'être hyper engagés au quotidien sans derrière avoir de rétribution. Donc la valeur de leur métier est importante, mais la manière dont elle est rémunérée également. Nous, on a une politique de rémunération où le variable compte beaucoup. C'est une manière du coup d'associer directement les gens qui nous rejoignent à leur succès, au succès de l'entreprise, et ça agit également comme un moteur. Après, je dirais, il y a autre chose dans l'histoire de Woodeum, c'est ce qu'on vend, enfin ce qu'on vend et ce qu'on met en avant, c'est une histoire de croissance, et c'est être acteur de cette croissance. Donc, les gens qui viennent et qui nous rejoignent, ils vont grandir avec l'entreprise. Et je le disais, on a doublé nos effectifs l'année dernière, on a triplé notre volume de vente. Notre ambition, c'est de porter notre production de 1000 logements aujourd'hui à 2500 logements par an. D'ici 3 ans, avec un plan de développement dans les régions et en Île-de-France, bien sûr, hein, où on va intensifier notre présence. Donc, c'est ça qu'on met en avant. Et donc, chaque personne qui nous rejoint compte, hein, parce que quand on est dans une si petite entreprise, je dirais, l'action de chacun est très facilement identifiée, mesurable, valorisable. Et ça leur plaît, les gens qui nous rejoignent, ça leur plaît beaucoup aussi. C'est devenir acteur de cette dynamique de réussite et de succès avec un projet d'entreprise clair. Valérie? Alors Gaël, évidemment, je veux dire la même chose que Julien, évidemment que ça compte, la politique salariale et les avantages que la société peut donner. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand on est chaque année à l'approche des bonus ou des augmentations de salaire, ben, j'ai toujours une petite file de collaborateurs qui me demandent des entretiens juste pour préparer. Ce sont des bons négociateurs et surtout me rappeler qu'on ne les oublie pas, ces talents. Donc oui, ça compte évidemment. Mais ce qui prédomine quand même, parce que souvent quand on a des entretiens, la question salariale est plutôt abordée par les candidats en fin d'entretien. Et les premières questions, elles concernent plus quand même les valeurs de la société, ce que fait la société, la stratégie de la société, ça c'est très important. Effectivement, les perspectives de croissance, comme le disait Julien, ça c'est important. Et également le parcours de carrière. Ça, et je dois dire que la rémunération, évidemment, elle compte, mais en règle générale, j'ai l'impression que les candidats se disent bon bah Gecina est une belle maison, elle doit pratiquer plutôt des rémunérations tout à fait dans le quartile supérieur de ce qui est pratiqué sur le marché. Donc c'est pas le cœur du sujet en tous les cas. Il est abordé, mais c'est pas le cœur du sujet. Merci beaucoup. J'ai une question qui va faire la transition avec notre deuxième partie qui est posée par Maxime Forgeot. Savoir si dans l'attractivité de l'entreprise et la capacité à recruter, est-ce que la possibilité de travailler à distance, voire même être en région, a commencé à émerger chez vous? Et est-ce qu'à minima, vous avez une position tranchée sur la place du télétravail dans le monde d'après? Je vous rappelle que le monde d'après a commencé le 19 mai avec l'ouverture des terrasses. Valérie et Julien. Alors, sur le télétravail, nous, on reste quand même très partagé hein, sur la valeur du télétravail.
On a bien vu, et là je parle pour Jessina, hein, ce besoin-là, et surtout chez les jeunes, mais même chez certains moins jeunes, cette volonté de vouloir revenir au bureau à tout prix. Et donc, nous étions obligés de leur refuser l'accès pour des problèmes de réglementation et surtout de jauge et les mesures que nous avions prises de protection sanitaire. Mais tous nous disaient le besoin, mais vraiment très prononcé, de pouvoir faire en fait une rupture, un partage entre ma vie à la maison et ma vie professionnelle. Et il y a ce besoin à un moment donné, en fait, de se préserver. Et beaucoup nous disaient, en fait, c'est une intrusion chez moi, le travail, alors surtout quand il y a eu le télétravail. Nous, on croit plus à la flexibilité, en fait, qu'au télétravail. Pourquoi la flexibilité? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines tâches, effectivement, quand on est tout seul derrière un ordinateur, ça ne sert à rien à ce moment-là d'être à son poste de travail si on doit réfléchir ou avoir une tâche bien particulière. Mais en revanche, on l'a vu, tout ce qui était créativité, tout ce qui était brainstorming, tout ce qui était réunion liée à des modes de projet, ben, l'efficience, elle est quand même beaucoup plus forte quand on est rassemblé dans une même pièce ou dans un même lieu. Donc, on a vu qu'en fait, la productivité, entre guillemets, ben, à un moment donné, elle ne peut pas s'exprimer qu'en télétravail. Ça ne marche pas. Les gens travaillent beaucoup en télétravail. Ça aussi, c'était peut-être une surprise, hein, mais quand on est en télétravail, on travaille beaucoup et surtout, on est avec un écran en permanence. Et la fatigue nerveuse, au bout d'un moment, quand on a passé de 8h du matin jusqu'à 20h le soir, moi ça m'est arrivé pendant le premier confinement, il y a une forme de fatigue qui est beaucoup plus intense que quand on prend un transport ou même un vélo, et là on fait une rupture parce qu'on pense à autre chose. Donc, pour Maxime, que je connais bien, Forgeot, qui est un de mes anciens jeunes talents collaborateurs, oui, on est plus pour la flexibilité. Le télétravail, effectivement, on le voit chez nos clients, peut-être ceux qui étaient à une journée vont passer à 2 journées, et encore. En tous les cas, on sent qu'il n'y a pas cette volonté de basculement, à part quelques sociétés de tech, mais de basculement. Et d'ailleurs, les sociétés qui sont interrogées par leur représentation salariale de passer à 3 jours se disent non, si c'est 3 jours de télétravail et il n'y a plus que 2 jours au bureau, là, c'est un bouleversement qu'on n'est pas prêt à prendre parce que beaucoup trop de risques. Et en plus, je le redis, il y a eu beaucoup de burn-out qui ont été malheureusement détectés. Nous, on a quelques personnes qui n'ont pas pu revenir au bureau pour des raisons de vulnérabilité, mais là, physique, etc. Et on sent bien que ces personnes-là, au bout d'un an, elles commencent quand même à décrocher. Heureusement, on en a très peu, mais c'est compliqué pour elles de ne plus être… elles ont l'impression que c'est plus compliqué et donc les faire et accompagner est quelque chose d'important. Donc voilà, je ne sais pas si… j'ai complètement répondu à la question de Maxime, mais en tous les cas, c'est notre position chez Jessina que je partage totalement. Julien, sur cette question. En fait, nous, ce sujet n'a pas été un grand sujet de débat parce que d'abord, le constat, c'est qu'on a déjà un métier qui est hyper nomade. En moyenne, un responsable de programme, il va suivre 5 opérations, donc il est déjà en dehors du bureau plus de la moitié de la semaine, naturellement. Les gens qui suivent les chantiers, leur plaisir, c'est d'être avec les bottes et le casque le matin à l'ouverture des travaux. Donc, eux aussi, en fait, ils sont demandeurs d'avoir un bureau refuge. Enfin, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que on a dû observer scrupuleusement le premier confinement, mais au bout de 2 mois, tout le monde grattait à la porte en me disant on veut revenir. Et en fait, le sujet, moi, que j'ai plutôt dû gérer, c'était mettre des jauges pour dire aux gens attendez, là, on est trop nombreux, c'est pas raisonnable, quoi. Est-ce que après, Maxime, ça vient dans les questions en recrutement? Non. Moi, j'ai pas eu cette question parce que
D'abord, je pense que quand on démarre dans une entreprise, on a plutôt envie d'être rapidement onboardé et du coup, on a envie de voir les gens, pouvoir aller poser des questions un peu partout. Donc, cette question du télétravail, elle vient un peu plus tard, à mon avis. Après, on n'a pas de position au télétravail puisque je dis, ça s'est mis en place naturellement. On a pu mesurer en plus ce qui était efficace et ce qui était moins. Et tout le monde l'a mesuré aussi, hein. Donc, il y a des managers qui ont beaucoup apprécié de pouvoir discuter à distance pendant une période. Et puis, au bout de 2 mois, comme le disait Valérie, ils étaient rincés parce qu'en fait, ils enchaînaient les visioconférences de 8h30 à 20h30 sans interruption, sans discussion informelle, tout cadré, minuté, et ça devenait assez usant, quoi. Donc, en synthèse, moi, je sens pas que c'est une forte attente, mais il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition parce qu'on voit bien qu'on peut travailler de n'importe où aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va carrément passer l'étape de recruter quelqu'un qui vit à 100% en région et qui pilote tout à distance? Je sais pas si nos métiers le permettent. Et je suis pas sûr que notre structuration d'entreprise le permette. Il y a certainement certains métiers qui le permettent. Je ne sais pas si nous, au sein de Woodeum, c'est vraiment, en revanche, adapté à ça. Mais sur la question du bureau, Julien, est-ce que vous considérez quand même, vous avez évolué dans votre rapport avec le bureau? On a longtemps dit que le bureau pouvait être un élément de rétention des talents. Il y a eu beaucoup de communication, de stratégie aussi autour de ça. Est-ce que dans ce fameux monde d'après, vous avez évolué dans votre rapport avec le bureau? Le bureau, très clairement, il exprime les valeurs de l'entreprise. Donc, plus que jamais, ça doit être un totem de l'entreprise. On l'a toujours fait pour les clients. Ça devient central également pour les salariés de l'entreprise. Il a évolué parce que je pense que j'entendais beaucoup. Je ne suis pas spécialiste des bureaux, hein, donc je vous le dis juste là en tant que plutôt dirigeant d'entreprise, mais on comptait beaucoup par poste de travail à une époque. Le sujet de poste de travail, ça a complètement volé en éclats. Maintenant, ce que les gens, ils veulent des espaces de rencontre, ils veulent des salles de réunion, ils veulent se voir. Donc, nous, on a pensé nos bureaux aujourd'hui pour qu'il y ait plein de lieux où les gens puissent se rassembler de 2 à 10 personnes dans des bonnes conditions. Et c'est ce que les gens viennent chercher au bureau. Parce que pour bosser seul à relire un contrat, honnêtement, on est très bien chez soi, hein, plutôt que sur un open space où ça fourmille et où on a besoin d'un casque pour se protéger du bruit. Il y a vraiment des tâches qu'on est mieux à faire dans un endroit isolé. En revanche, quand on vient se recharger en énergie, quand on vient expliquer un problème et chercher des solutions où on ne sait pas trop où on va trouver la solution d'ailleurs, ou partager un succès, là, le bureau, c'est le meilleur endroit. C'est une évidence. Valérie? Sur le bureau, moi j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, Gaëlle, mais oui, pour moi c'est évident, mais là, ce que je disais là, avec nos interviews de dirigeants là, par là, c'était flagrant, quoi. Aujourd'hui, il y a une attention toute particulière. Il y aura certainement d'ailleurs, au niveau évolution, justement, dans les évolutions des attentes, les dirigeants nous disaient ils veulent de plus en plus personnaliser en fait leur siège. Donc, on va être moins peut-être sur des standards de design qu'on a pu observer ces derniers temps et vraiment avoir sa propre image qui soit reflétée à l'intérieur du lieu physique. Évidemment, les lieux de rencontre. Moi ce qui m'a beaucoup amusé, parce que je fais souvent maintenant le parallèle entre le bureau et le retail, c'est que lors de ces interviews, plusieurs dirigeants ont utilisé le mot lieu de destination en parlant de leur siège, ce qui évidemment m'évoque les centres commerciaux où pendant des années, on a travaillé pour en faire des lieux de destination. Et lieu de destination, ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire j'y vais par plaisir, j'y vais parce que je sais que ça va m'apporter quelque chose. Oui, mais alors, le collaborateur, ce n'est pas le chat quand même de demain. Non, mais sur cette notion, ce qu'on a pu détecter, alors, c'est que, alors, je ne sais pas si c'est une tendance lourde, mais on a 3 dirigeants qui nous ont dit on va être de plus en plus ouverts vers l'extérieur,
il y a cette notion de transparence. Donc, alors je ne parle pas du chaland quand même qui rentrerait comme ça, mais d'être de plus en plus connecté aussi dans le quartier dans lequel est mon immeuble. Et ça, on sent que c'est en filigrane, que c'est une tendance là qui est en train d'émerger. Donc, vraiment d'être dans des lieux ultra connectés. Alors, évidemment, il y avait cette centralité là qu'on évoquait, l'accessibilité, mais le fait d'être intégré dans le quartier et d'être un acteur aussi du quartier. Et ça, c'est en train d'émerger là. J'ai une question sur le fil d'un de nos auditeurs. On parle souvent d'une organisation future entre le siège et des sites, bureaux, tiers-lieux en périphérie, voire en région. Les attentes des collaborateurs et des nouvelles recrues sont-elles en train d'évoluer avec ce nouveau focus sur la qualité de vie? Ça rejoint un peu ce qu'on se disait aujourd'hui. Avant, on avait vendu le bureau comme à la maison. On s'est aperçu que le Covid, le bureau est carrément rentré dans la maison. Du coup, maintenant, il faut que le bureau soit mieux que la maison. Il faut qu'il y ait des… Non, mais enfin, comme on a vu qu'on pouvait effectivement faire plein de choses à la maison, le bureau, il a d'autres attentes. Donc, il faut effectivement qu'il y ait des choses qu'on ne trouve pas. Moi, je pense à notre grand projet de bureau Arboretum, là, qui est un grand campus de bureaux. Les gens, quand ils vont aller là-bas, de pas de la Défense, ils vont aussi pouvoir faire du sport, ils vont aussi pouvoir… comme on déjeuner dans un endroit sympa, ils vont trouver des espaces avec des volumes incroyables, ils vont trouver du bois apparent partout et ça va leur faire du bien. Enfin voilà, c'est des choses originales. Ils vont trouver un lieu aussi dont ils sont fiers et dans lequel ils vont embarquer aussi des gens. Et donc oui, ça va être la responsabilité ça sera la responsabilité des bureaux de demain, c'est sûr. Et le logement de demain, Julien, je rebondis juste comme ça, Ouais. mais il faut qu'il intègre aussi quelques codes du bureau en se disant que finalement, le télétravail, on aura quand même une partie de télétravail et une partie de travail physique, présentiel et une partie de travail distanciel. Est-ce que ça, il faut le mettre dans les codes de l'appartement demain? Dans les attentes qui ont été exprimées sur les logements, il y a très clairement déjà les notions d'espace extérieur qui sont tous sauf une variable d'ajustement et donc ça, il n'y a pas un seul de nos projets qui sort sans qu'il y ait 20% des surfaces qui soient dédiées à l'extérieur. Après, le logement, il y a cette modularité qui est attendue parce qu'on parle beaucoup de modularité, de bureau à logement, de transformation d'hôtel en bureau, de bureau en logement, mais la première modularité que tout le monde attend, c'est celle de son logement. Il faut que le logement soit capable d'évoluer dans le temps, c'est une chose, mais aussi dans la journée aujourd'hui. Donc, effectivement, Gaël, il va falloir réfléchir ou être capable d'adapter des plans d'appartement à la demande de nos acquéreurs facilement pour qu'il y ait des petits espaces qui soient créés pour pouvoir y travailler à un moment de la journée, que ça devienne autre chose le soir et le week-end. Très bien, je vois que l'heure tourne. Emmanuel, on conclut sur les 6 à 12 prochains mois. Oui, exactement. Quelles sont vos prévisions l'un et l'autre sur les 6 à 12 prochains mois, soit sur vos recrutements, soit sur l'évolution des métiers, soit sur la difficulté ou la non-difficulté de recruter? Comment vous voyez les choses dans l'après, le déconfinement progressif et le retour à une vie un peu plus normale? Oui. Tiens, je vois aussi, il y a eu une question sur le droit à la déconnexion et ça a été exactement. important parce qu'effectivement, quand on a vécu le confinement en mars-avril, on était en guerre. Donc, c'était quand même mode commando et effectivement, c'était parti dans tous les sens. Il n'y avait plus de week-end, il n'y avait plus de nuit. Ça tournait tout le temps. Et je sais que nous, on a vraiment eu le besoin de redonner des règles plus claires pour qu'il n'y ait pas des notifications le samedi à minuit ou le dimanche matin à 8h du matin. Donc, effectivement, ça a quand même été nécessaire de reclarifier des règles sur ce qui était possible de faire, pas possible de faire avec des notions d'astreinte ou d'urgence et puis les notions du quotidien. Pour répondre sinon à ta question, Emmanuel, nous, notre idée, c'est de continuer à grandir. Donc, on va recruter sur tous les postes dans les 12 mois qui viennent. Que ce soit la direction de programme, des profils techniques pour accompagner les travaux de nos projets qu'on est en ce moment en train de travailler, des profils de commerciaux nouvelle génération capables de mixer habilement
la relation, la découverte digitale et puis derrière la relation humaine, la vraie, celle qu'on aime bien non interfacée par des écrans. Donc on va avoir besoin de recruter. Certainement, oui, de l'ordre d'une trentaine, 30 à 40 personnes dans les 18 mois qui viennent. Vous allez déménager ou vous restez là où vous êtes? Écoute, on a des ajustements possibles puisque tu connais l'immeuble dans lequel on est. C'est une situation en bois. On n'occupe que le dernier étage aujourd'hui et il y a 2 étages en dessous qu'on fait opérer par un coworking qui permet de facilement adapter les espaces dont on a besoin. D'accord. Emmanuel veut devenir commercialisateur en plus d'être chasseur de tête. Oui, c'est ça. Il est probable que si un jour on a besoin de déménager, on ait des idées aussi nous-mêmes. Sinon, Julien, je veux bien t'accueillir comme un futur grand compte dans nos immeubles de bureaux. Ouais. Et d'ailleurs, la localisation au Pont de Sèvres, est-ce que ça a été un sujet ou finalement c'est un non-sujet pour Woodeum? Parce qu'on parlait de centralité des bureaux par rapport à Gecina, qui est l'effet complètement inverse en termes de localisation. Écoute, je ne sais pas où est la centralité. Là, nous, on a le métro, le tramway, la Seine, des arbres et du bois autour de nous. Donc, c'est une bonne centralité en ce moment, ça. D'accord. Et d'ailleurs, la centralité, c'est surtout l'accessibilité. C'est vraiment un hub de transport, mais dans un quartier où on va trouver aussi du résidentiel, du commerce. C'est ça, cette notion de centralité aujourd'hui. Parce que nous aussi, on a quelques immeubles de bureaux à Boulogne. Oui, Pont-Sèvres est central. Valérie, sur les 6 à 12 prochains mois, sur vos perspectives de recrutement chez Gecina? Alors, nous, sur les perspectives de recrutement, on a aussi de la croissance à venir, puisqu'on l'a vu. D'ailleurs, on est très content d'avoir signé ce partenariat avec Woodeum, justement pour nous permettre encore d'accroître notre poids en résidentiel locatif. Et on l'a affiché, notre objectif, nous, c'est de passer de 6 000 logements à 10 000 logements là, dans les années qui viennent. Donc, parce qu'il faut bien se fixer un objectif, un cap, ça permet d'embarquer tout le monde autour d'un objectif. Donc, ça veut dire forcément qu'on aura de nouveaux postes créés. Il y a les fameux métiers qu'on évoquait tout à l'heure de bas carbone manager, puisque là, si on veut être en neutralité carbone en 2030, on a intérêt à agir très, très vite. Donc ça va arriver vite. Toute cette notion, quand on parlait de la digitalisation, la BIMisation, etc., mais il y a aussi le fait, parce que c'est ce doux mélange de besoin de digital et de contact humain, et on est en train de développer là, avec un partenaire nos web apps, qui proposera des services dans nos immeubles aux consommateurs finaux de nos immeubles. Et du coup, j'ai découvert un nouveau métier que je ne connaissais pas, qui est celui de product owner, parce qu'il faut faire du contenu digital. Et là, c'est là où on voit les difficultés, parce qu'on est sur des profils, des expertises qui viennent plutôt de la tech, et l'immobilier, ils ne connaissent absolument pas. Donc là, on vient de finaliser ce recrutement, mais il a fallu justement que j'explique qui était Gecina, c'était quoi l'immobilier, la stratégie, les valeurs. Et on voit que là, il faut effectivement, entre guillemets, se vendre dans ces cas-là pour bien expliquer en quoi ça peut être intéressant de rejoindre Gecina. Et puis, on a un gros enjeu, moi je l'expliquais, mais Julien a certainement une moyenne d'âge extrêmement jeune. Nous, on a une moyenne d'âge avec des gens aussi avec beaucoup d'expérience de Gecina et de fidélité à Gecina, et cet enjeu d'employabilité pour certaines tâches qui vont disparaître là dans les 2 ans qui viennent, alors qu'au départ, on pensait que plutôt ça aurait pris 4 ans. Donc, c'est ce qui nous permettait d'aller et d'accompagner par la formation. Donc là, en fait, on est en train de tout accélérer, tout sur tous les plans. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je te donne le mot de la fin, Emmanuel, pour donner rendez-vous. Merci à tous. Merci à toi, Gaël. Merci, Valérie. Merci, Julien. Merci, Pascal. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont eu la patience
de nous suivre en cette heure de reprise, voilà, après un long week-end. Et puis, on vous souhaite une super semaine et on espère avoir l'occasion de vous retrouver dans quelques semaines. Voilà. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.